Ok, très bien. Maintenant, on va changer. Donc ça, c'est très théorique. Maintenant, on va faire plus dans la programmation et les langages et les concepts. Maintenant, on va ajouter de l'état, des variables qu'on peut modifier, l'état modifiable, mutable state. Et je vous comprends, vous expliquer ce que c'est et pourquoi on a besoin. Ok. Je dois d'abord vous expliquer, dans la programmation fonctionnelle, en fait, si on regarde bien, il n'y a pas de notion de temps. On a l'expression, on fait la réduction, on a un résultat. C'est une fonction mathématique. Pendant l'exécution, on fait simplement suivre les règles de réduction, mais les variables ne changent pas de valeur. Il n'y a pas de temps. C'est sûr, les programmes s'exécutent sur une machine, un ordinateur. Mais ils s'exécutent sur un ordinateur qui est un artefact dans le monde réel qui obéit aux lois de la physique. Donc ça prend un certain temps. Mais pendant l'exécution, un programme en fonctionnel ne peut pas voir qu'il fait pendant qu'il s'exécute. Il ne peut pas. En fait, c'est une conséquence de Church-Russell. S'il pouvait le voir, il pourrait voir l'ordre de réduction et le résultat pourrait changer avec des ordres. Ce n'est pas possible. Donc, un programme en fonctionnel ne peut pas s'observer, en fait. Ce programme ne peut voir que le résultat d'un appel, mais pas l'exécution. Pour observer l'exécution du programme, il faut quelque chose à l'extérieur. Il faut autre chose que le programme fonctionnel, un observateur. Et ce n'est plus fonctionnel, parce qu'à ce moment-là, l'observateur voit l'ordre de réduction et il peut changer ce qu'il fait selon que l'ordre change. Ce n'est pas fonctionnel, ça. Le théorème de Church-Russell, la concluence nous dit que le résultat est toujours le même, avec tous les ordres. Et donc, un programme fonctionnel ne peut pas voir dans quel ordre il s'exécute. Il ne peut pas le voir. Ok. Mais dans le monde réel n'est pas comme ça. Les systèmes fonctionnels, dans le monde réel, on peut observer les changements et l'ordre des choses dans le monde réel. On peut le faire. Donc le monde réel est plus général que la programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle, c'est quelque chose de limité. Donc, on se limite pour avoir cette propriété, et on va voir après les avantages de la confluence. C'est une super forte propriété. Mais c'est limité. Il y a toujours des compromis. On obtient quelque chose, mais on doit lâcher quelque chose. Donc dans le monde réel, il y a ce concept de temps. Et les philosophes ont largement discuté qu'est-ce que c'est le temps. En fait, personne ne sait vraiment ce que c'est. On a plein d'équations en physique, mais on peut observer quand même certaines choses. Un organisme vivant va grandir, manger, changer, apprendre. Donc il y a des changements avec le temps. Et on peut observer ces changements, l'ordre des changements. Donc ce n'est pas fonctionnel. Donc, comment est-ce qu'on peut modéliser ça dans un programme? Eh bien, ce n'est pas un programme fonctionnel. Il faut quelque chose en plus. Donc, et c'est ça qu'on va ajouter. Ce sont des variables qu'on peut modifier. Les simples variables Java, en fait. C'est ça. Et donc, ce que nous allons faire, on va ajouter la notion de temps. Mais on va faire une version simplifiée. Dans toute sa généralité, le temps, c'est très compliqué. Et après, il y a la notion de simultanéité, relativité, tout ça. On ne va pas du tout aller jusqu'à là. Il y a des gens qui essayent de voir ça. Il y a des gens qui essayent de mettre la relativité dans le langage. Mais moi, je ne touche pas à ça. Pour nous, on reste très classique. Un temps, c'est simplement une séquence
d'état et donc qui montre un changement. Hein? C'est une séquence de valeurs, un temps. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, et ça continue. On peut voir ça comme un temps. C'est comme des snapshots, hein, des momentanés. Hein, donc pour moi, un temps, c'est une séquence de valeurs. On va calculer une après l'autre, et ça contient les résultats intermédiaires d'un calcul. Donc c'est un temps, on peut voir ça comme une séquence de valeurs. Ça c'est logique, hein? On peut prendre la photo d'un être humain à la même heure, tous les jours, pendant 10 ans, et on peut voir sur Internet des trucs comme ça, on voit la personne grandir, eh bien on voit le temps. Hein? Mais on peut se dire, ben, en fonctionnel, on peut faire un peu comme ça. Regardez ici le petit programme fonctionnel. Somme XSA, hein, c'est la somme des éléments d'une liste, mais la version récursive terminale. XS est la liste originale, 1, 2, 3, 4, et l'accumulateur 0. Et si on fait l'exécution de ça, hein, tous les appels récursifs, l'un après l'autre, c'est une séquence, ce sont deux séquences en fait, XS et A, hein, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 1, etc., 1000, 10. On appelle ça un état implicite. Mais en fait, moi, le programmeur, je suis une sorte de, par rapport à ce programme, je suis une sorte de divinité, hein, je vois l'exécution de ce programme. Mais le programme lui-même ne peut pas voir son exécution. Cette séquence, on ne peut pas l'extraire d'un programme à l'intérieur du programme. Moi, je peux le voir, parce que je suis à l'extérieur du programme. Hein? Donc, ça ne suffit pas. Juste pour vous dire, ça c'est toujours fonctionnel. Hein? Et bien sûr, il y a des calculs qui font des séquences. Mais on ne peut pas les observer à l'intérieur du programme. C'est un peu, peut-être un peu difficile à comprendre, mais si on veut qu'un programme observe ça, il faut changer le programme, et en général, le programme n'est plus fonctionnel à ce moment-là. Mais ça ne suffit pas. Donc pour nous, ça ne suffit pas. On veut que le programme soi-même puisse voir les changements. Comme si j'ai un objet en Java, hein, je peux prendre le même objet aujourd'hui et demain, et je vois qu'il y a un changement. Et je peux observer ça à l'intérieur du programme. Je peux regarder le même objet et voir que quelque chose a changé. Je ne peux pas faire ça en fonctionnel. Une fonction n'a pas de mémoire intérieure comme un objet avec des attributs. Hein. Si j'appelle une fonction aujourd'hui ou demain, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune mémoire dedans. Par contre, dans un objet Java, il y a une mémoire. Si j'appelle le même objet aujourd'hui et demain, je peux obtenir des résultats différents. Okay? Donc ça, c'est tout ça. Je pense, c'est un peu philosophique, mais c'est important de réfléchir un peu là-dessus. Parce que les concepts dans les langages, ce sont des choses qui ont l'air simples, mais en fait qui influencent beaucoup comment, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut exprimer. Donc c'est important de penser à ça. Ok, on va donc maintenant ajouter un nouveau concept. On va étendre le langage noyau. Un nouveau concept, on va étendre le langage avec une chose qui n'est pas fonctionnelle. Un mutable state, l'état qu'on peut modifier, modifiable. On va donc ajouter un concept en langage. Hein? Et avec ce concept, hein, on va pouvoir observer tous les changements directement à l'intérieur du programme. Je vais appeler l'extension une cellule. Pourquoi je l'appelle cellule? Parce que je ne veux pas utiliser le mot variable. Variable,
c'est un mot qui a beaucoup trop de sens dans l'informatique et ça donne beaucoup de confusion. Pour moi, une variable, c'est une variable mathématique. X ici, ça c'est une variable. On ne peut pas affecter, changer une variable pendant le calcul de la variable est une constante. Ça ne change pas pendant l'exécution. Mais une cellule peut changer. Et donc, j'ai introduit un nouveau concept. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer comment ça marche. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Une chose que vous connaissez déjà, une variable en Java, c'est exactement une cellule en fait. On appelle ça variable. Pourquoi on appelle ça variable? Ce n'est pas une variable. Okay? C'est un truc qui n'a pas une variable mathématique. C'est une case mémoire d'un processeur en fait. Et c'est ça une cellule. Donc j'ai une cellule ici. Une cellule, en fait, c'est une boîte avec un contenu. La boîte a un nom et le contenu, c'est autre chose et on peut changer le contenu, mais la boîte garde le même nom. Donc ici, j'ai une cellule C qui contient la variable, et là c'est la vraie variable A. Ici, j'ai la cellule C qui contient une autre variable B. Mais c'est la même cellule, hein. C ici, c'est en fait le nom de la boîte. Ici, ça c'est la boîte. Hein. Et donc, A, B, C, ce sont des vraies variables comme on les connaît, des trucs qu'on ne change pas. Ce qui change, c'est le contenu de la boîte. OK? Donc, une cellule, c'est une boîte qui a un nom ou une identité. On peut appeler ça l'adresse. Hein? En fait, une case mémoire dans un processeur a une adresse. Si vous vous souvenez comment les processeurs sont faits, les adresses sont numérotées en binaire. On commence là avec tout 0, 0, 0, 0. Il y a une case de 64 bits, 64 chiffres. Et après, c'est 001, etc. Donc, il y a des cases et on peut changer le contenu de ces cases. Donc, en fait, c'est ça une cellule. C'est comme une case mémoire qu'on peut changer. Donc, ce n'est pas du tout une variable comme ça. C'est une boîte avec un nom et un contenu. Donc, le nom, ici, on va le voir de façon abstraite. Je ne vais pas vous montrer comment marche une architecture, un processeur comme le Core i5 ici. Mais dans un processeur, ce truc est très concret. Ici, on reste à un niveau un peu plus abstrait, mais en fait, c'est le compilateur qui va faire correspondre une vraie case mémoire au symbole que nous utilisons. Mais pour les programmeurs, ce n'est pas la peine de descendre jusqu'au niveau des adresses. Comment dire, si on a un vrai geek, on peut regarder les binaires et l'exécution des instructions du processeur. Mais nous n'allons pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Ce n'est pas nécessaire pour comprendre l'exécution. Ça peut être nécessaire dans certains cas, si on fait un driver, un pilote ou un truc comme ça, mais pas pour nous. Et donc, on va faire une abstraction d'une case mémoire qui s'appelle cellule. Le nom est une constante et le contenu est une référence vers le sigma. Donc, il y a une référence à une variable. Okay? Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, en OZ, si on veut utiliser ce qu'on appelle variable en Java, si je fais déclare x, x n'est pas une variable Java, c'est une variable mathématique. Ça, c'est une variable.
pour moi. Ça, pour moi, ce X, pour être vraiment précis, merci Marguerite, ce X est un identificateur et qui fait référence à une vraie variable qui ne change pas, une vraie variable à l'intérieur du système. Quand je vais browse X, je vais donc afficher le contenu de cette variable. Ce truc-là n'est pas une variable comme en Java. On ne peut pas le modifier. Si on veut modifier, on doit créer une cellule. Et donc, on a une nouvelle opération. On a une opération newCell. Allez, on donne une valeur initiale. Et le A est donc une boîte. Le A est une boîte. Et là, son contenu est 122, en fait. On peut l'écrire comme ça. Mais en fait, plus précisément, je vais juste vous donner une petite indication pour la sémantique. On a une variable petit a qui contient le nom de la cellule. Et moi, je mets une constante. Pour ça, je vais utiliser des lettres grecques ici et ici. J'ai aussi une autre variable, je vais dire x, qui est 122. Et ici, j'ai une paire. La première partie de la paire, c'est le nom de la boîte, c'est le nom de la cellule. Et la deuxième, c'est le contenu. Et donc, vous voyez, ces deux trucs sont des vraies variables. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire à affectation unique, single assignment store. Mais on va avoir une deuxième mémoire, c'est la mémoire à affectation multiple. Donc une cellule, c'est une paire. Vous voyez que c'est une chose plus compliquée qu'une simple variable. Hein? Si on veut vraiment définir ce que c'est une variable en Java, c'est pas un truc comme ça. C'est un truc plus compliqué. Il y a un paire avec un nom. En fait, il y a trois trucs. Hein? Il y a la paire ici. Il y a le nom de la boîte, A, et il y a le contenu de la boîte, X. Donc il y a trois trucs. Les deux variables A et X sont dans la mémoire à affectation unique, mais la paire, ce n'est pas une variable classique, c'est la boîte et son contenu. Donc ça se met à un autre endroit qui s'appelle la mémoire à affectation multiple. Donc ceci est donc une extension à la machine abstraite. Et si je veux regarder le contenu, si je fais browse A, ça ne va pas marcher. Aussi, ça marche, mais ça ne donne pas le contenu. On ne va jamais regarder en Java, on peut faire x égale x plus 1 en Java, ou x égale x plus 1. Ça, c'est une cellule en Java. Et ici, on regarde le contenu de la boîte. Ici, on regarde le nom. Donc, en Java, le fait de regarder le contenu, c'est quand le nom est à droite d'un égal et à gauche de l'égal, c'est juste le nom. Tout ça, c'est pas très intuitif, pas très précis. Alors, moi, je vais vous définir exactement. Vous allez avoir une sémantique extrêmement précise. Et donc, pour avoir le contenu d'une cellule, il faut appeler une fonction. Si je veux le contenu de la cellule A, ça c'est x, je dois appeler une fonction. Donc, il y a une fonction pour ça. Hein? Avec une syntaxe, c'est le add. Hein? On peut le lire comme accéder au contenu, ou lire. Si on fait ça, là, on voit le contenu, 122. On peut aussi faire une affectation. Et on ne va pas utiliser l'égal. En Java, l'égal est une affectation. Mais
C'est un truc à rendre fou un mathématicien, parce que ce égal ici n'est pas une affectation, c'est une définition. Et un égal, ce égal, c'est une équivalence, c'est une égalité entre deux constantes. Ce n'est pas une affectation. Donc en Java, pour moi, pour tout être qui a une pensée un peu rigoureuse, la notation Java est un abus. Hein? Pourquoi? Parce que, pourquoi c'est comme ça? Ben, ça date d'il y a très longtemps, du langage C, du langage Fortran, hein, des informaticiens qui ont un peu bricolé les trucs, et c'est resté pour des raisons historiques. Mais il y a des langages qui utilisent une meilleure notation. Hein. Il y a une autre notation, on va introduire une notation double point égal, qui va définir affectation. Et donc on va changer le contenu de la boîte. Donc si on fait ça, et maintenant on regarde le contenu, eh bien on va voir, on va voir 100. Le contenu a changé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une autre variable, petit y, et quand on fait A double point égal 100, ce qui se passe, c'est qu'on change de contenu et à la place des y, x on met un y là. Donc on fait référence à 100 et pas à 122. Mais le 122 existe toujours en mémoire. Ça c'est un truc qui est pas clair pour les programmeurs Java. Si on fait une affectation, l'ancien contenu ne disparaît pas. Si je fais une affectation et la cellule maintenant contient 100, le 122 n'est donc plus dans la cellule. Mais le 122 est toujours en mémoire, quelque part. Hein? Et c'est vrai aussi en Java. Hein? Et à la limite, c'est au garbage collect ou autre chose de gérer ça. Mais le 122 ne disparaît pas pour autant. Là, pour nous, c'est très clair quand je fais cette affectation. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment une chose simple. Hein? Et je peux bien sûr faire je peux faire A devient continu A plus 1. Hein? Ici, je vais incrémenter le contenu. Hein? Si je fais ça, et je regarde le contenu, je vais avoir ça. En fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai une autre variable, disons Z, qui est 101, et j'ai changé le contenu pour le mettre Z. Mais le 100 existe toujours. Hein? On va voir, il peut y avoir une autre cellule qui référence ça. Hein? Par exemple, ici j'ai la continue. Continue ici, c'est 101. Hein? C'est 101 maintenant. Si je fais déclare W égale continue de A, je fais comme ça. Et je fais browse W, c'est 101. C'est logique, hein? Et maintenant, regardez ce que je fais. Je fais A devient continue A plus 1. Et vous voyez ce que je fais là? Vous avez bien, parce que je me pose une question. Je fais browse A et on a 102 maintenant. Alors la question que je vous pose, si je fais browse W maintenant, qu'est-ce qui est affiché? Si je fais browse W, qu'est-ce qui serait affiché? W, c'est une variable ici. Qu'est-ce qui est affiché? Pour être plus précis, 101 ou 102. Hein? Qu'est-ce qui est affiché si je fais browse W? 101, hein? Ça doit être 101. Et normalement, vous devez comprendre ça sans hésitation. Pourquoi? Parce que le W est une variable dans sigma 1.
Et je vous ai déjà dit que ces variables-là ne changent jamais de valeur. Donc, quoi que je fasse avec la cellule ici, le W, s'il est 101, il reste 101, toujours. Alors, comment est-ce que la cellule pourra avoir le contenu 102? C'est très simple, parce que la cellule a le contenu de la cellule, c'est une autre variable, peut-être W'. Quand je fais une affectation, je change le contenu de la boîte. Par contre, les variables dans sigma 1 ne changent jamais. Ça, c'est une règle absolue. Je vous ai déjà dit lors du premier cours que ça ne change pas. En fait, c'est très clair. Quand je vous dis un truc, ce truc est toujours vrai et restera vrai. C'est pas mal, hein? Je ne vais jamais vous dire un truc et 3 semaines plus tard, vous dire, ben non, c'était pas vraiment comme ça. Non, cette mémoire est immuable, affectation unique. Donc, ça ne change pas. OK? Donc, je vais maintenant vous montrer d'autres trucs. Il y a des autres concepts qui s'appellent les alias, des trucs comme ça. On va maintenant voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Si on utilise celui dans les programmes, qu'est-ce que ça fait? Et en principe, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Mais parce que Java vous fait un énorme effort pour rendre les choses obscures, peut-être que vous n'avez pas très bien compris. Mais aujourd'hui, vous allez peut-être comprendre. Okay? Donc la première chose, j'ai donc ajouté 3 opérations. Hein? Je vous les ai déjà montrées, mais là je vous les résume. Les cellules ont 3 opérations. Donc la création, new cell, A avec contenu initial A, et une affectation, C double point égale B, et une lecture du contenu. Donc, accès ou accès C, c'est lire le contenu de C, c'est le contenu de C, s'il vous plaît. Et Z ici sera lié au contenu, et si je fais C double point égale B, B sera le nouveau contenu de la partie. Hein? Donc on peut lire le contenu actuel et on peut changer le contenu. Et bien sûr, le même programme qui lit une cellule, si je l'appelle plus tard, peut lire une autre valeur. Hein? Si je lis une cellule, je fais des calculs, et plus tard je lis la même cellule, je peux avoir une autre valeur. C'est clair, c'est assez évident. Mais en fonctionnel, ce n'était pas vrai. Hein? En paradigme fonctionnel, les choses ne changent jamais de valeur. Mais le contenu de cellule peut changer. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. D'abord sur un slide et après en vrai. Je crée une cellule X, hein, petit x avec contenu 0. Je mets x double point égale 5. Le contenu est donc 5. Si je fais y égale x, j'ai maintenant 2 références à la même cellule. Hein. En fait, typiquement, c'est ce qu'on appelle un alias. Hein. Si on a 2 pointeurs, par exemple, ou 2 variables en Java qui référencient la même case mémoire, possible, hein? Ça s'appelle un alias, en fait. Et c'est une source d'erreur si on l'utilise mal. Ici, le y est un alias, donc x et y référencient la même cellule. Et si je fais y double point égale 10, hein, le contenu de la cellule devient 10, et c'est clair que le x va aussi changer, hein, parce que c'est la même cellule. Donc si je fais lire x égale 10, on va lire true. Et x et y, c'est true parce que c'est la même cellule. Hein. Ici, on va comparer les 2 noms, les 2 adresses. Okay. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, je vais vous montrer. Et ici,
ici, donc sur ce slide, il n'y a qu'une seule cellule. Hein. X et Y font référence à une cellule. Mais je vais faire une petite variation. Je veux un exemple avec deux cellules. X et Y sont maintenant deux cellules différentes, mais avec le même contenu, 0. Hein? Si je fais X égale Y, ici, le résultat est false, parce que ce sont deux cases mémoire différentes. Les deux adresses sont différentes. Hein? Ce n'est pas la même case, ce sont des cases différentes. Donc, les égal peut vous dire si on regarde la même boîte ou des boîtes différentes. Hein? Par contre, si je fais contenu X égale contenu Y, là, je vais comparer 0 avec 0. Le résultat sera true à ce moment-là. Vous voyez que, en fait, on peut voir les noms des cellules, on peut les voir comme des pointeurs. Hein. Vous vous souvenez des pointeurs en C? Je ne sais pas si vous avez déjà programmé avec des pointeurs, j'espère, hein, ou des références. Bien, les pointeurs, c'est simplement une case mémoire qui contient le nom d'une autre case mémoire, une autre adresse. Je vais vous donner quelques exemples maintenant. En fait, tout ce que je vous montre, hein, ce sont des choses que vous avez déjà vues, mais de façon obscure. Hein. J'essaie maintenant de rendre les choses très, très précises. Donc, si je fais X égale nous c'est 0, Y égale nous c'est 0, là j'ai créé deux cellules, hein, deux variables Java, si vous voulez, hein, et je peux faire browse contenu X, et c'est 0, bien sûr. Hein. Ok. Si je fais X devient 10, bien, il est clair que le contenu de Y n'a pas changé. Ah. C'est X qui a changé, pas le Y. Si je fais Y, c'est 10, maintenant de nouveau les deux cellules ont contenu 10. Okay. Si je fais browse, X égale Y, là je compare les deux noms des boîtes, les deux adresses. Alors, qu'est-ce que ça va afficher là? Hein? Les deux cellules contiennent 10. Hein? Ce sont deux cellules différentes. Et en OS, on ne va jamais automatiquement regarder le contenu comme on fait en Java. En Java, on fait X égale X plus 1. C'est comme en OS, on faisait automatiquement ça, sans écrit. Mais en OS, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas le contenu, tu auras le nom de la boîte. Donc, si je fais X égale Y, ce sont deux cellules différentes, ça va donc afficher false. Hein? Si je fais contenu X égale contenu Y, ça va afficher quoi? En principe, les contenus sont les mêmes. Hein? Je n'ai pas exécuté. J'exécute ça. Je dois l'exécuter. True. Parce que les deux cellules ont contenu 10. Et les noms des cellules, ce sont des constantes. Hein? Je vais toujours les écrire comme des lettres grecques. Donc je vais maintenant ici, sur le tableau, vous expliquer ça un peu plus
la sémantique, ça, on vient de faire. Si je fais x égale nous sommes 0, en fait, je vais créer une cellule. Donc le petit x, il y aura un environnement, sera égal au nom de la cellule. Par exemple, ici, et il y aura aussi un contenu. C'est toujours une variable en langage noyau. Ici, j'aurai x double point a. Ceci, c'est la case mémoire. Le x, c'est l'adresse. Le a, c'est le contenu, ce qu'il y a dans la case. Si je fais y égale nous sommes 0, j'aurai un y. Là, j'aurai un autre. C'est une autre lettre Y, ça c'est un zeta. Et peut-être il y a une autre variable B. Et on a une deuxième cellule. Si je compare x égale y, en fait, je vais comparer xi et zeta. Si je compare contenu x avec contenu y, je vais comparer 0 avec 0 dans la sémantique. Et ici, je vais donc avoir false. Ici, je vais okay. Donc, une cellule dans la sémantique, en fait, c'est trois petits trucs. C'est une paire. La première chose, c'est le nom de la cellule. La deuxième chose, et c'est son contenu. Le nom et le contenu sont des variables en sigma 1 et la paire est en sigma 2. Donc, une cellule dans la sémantique, c'est trois choses. Et donc, c'est pas aussi simple qu'une variable. Une variable mathématique, c'est normal. On ne peut pas affecter une variable mathématique. Une variable mathématique n'a pas d'adresse. Ce n'est pas une case mémoire, une variable mathématique. Et donc, une cellule, c'est forcément un truc plus compliqué qu'une variable mathématique. Il y a l'adresse, il y a le contenu, et ici, il y a la case mémoire. La A est dans la boîte avec nom X. Okay? Et en fait, les adresses, ce sont des, on a appelé ça des pointeurs. On peut considérer ça comme un pointeur. Je peux, par exemple, faire X obtient le contenu Y. Si je fais ceci, je ne vais pas donner le contenu de Y à X. Je vais mettre le nom de Y dans la case X. Si je fais X double point égale Y, ici, je vais faire une autre couleur. Ça. Je vais faire ça en. C'est une sorte de orange. Si je fais X, là. Oui, alors le X, maintenant, va avoir le contenu Y. Ça veut dire que ce X, au lieu de A, on va mettre Y là. Mais Y, c'est le nom d'une cellule. C'est comme mieux, c'est comme si on avait un pointeur vers un pointeur, en fait. C'est exactement ça. Un pointeur, c'est le nom d'une case mémoire. Donc, avec cette sémantique, on peut comprendre exactement ce que c'est. Si je fais browse de X, c'est une cellule. Browse de contenu de X, c'est aussi une cellule. Si je veux trouver le 0 qui est ici, je dois trouver le contenu de X et Y, et puis le contenu de Y c'est B.
continu X. En fait, lire le contenu d'une cellule, ça correspond à suivre un pointeur. Donc si je fais contenu de X, là je vais afficher quoi? Si je fais ça, je vais afficher quoi? Bah, quel est le contenu de X? Quel est le contenu de Y? Oui, c'est 10, oui. Oui, c'est 10 en effet. Ah, c'était 10, c'était pas 10, oui, 10. Et pour vraiment faire un truc, on peut même faire ça. Ça, c'est peut-être pas très utile. Hein? C'est une cellule, une case mémoire, dont le contenu, c'est l'adresse de la case elle-même. Hein? Si je fais X, je vais à ce moment-là, si je prends un X là, et c'est comme si on avait un pointeur vers lui-même. Hein? Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais le contenu sera toujours la même cellule. Hein? On peut faire des cycles comme ça, mais même dans la sémantique, on peut le voir. Normalement, ce n'est pas super utile dans un programme de faire un truc comme ça, mais on peut le représenter. OK? OK, très bien. Bon, on va faire une petite pause. Et après, on va faire des abstractions de ces cellules-là, certainement. On a déjà vu le langage noyau du langage fonctionnel. Maintenant, on l'a étendu. Okay? Donc, en fait, on a étendu le langage noyau. Et je vais vous montrer tout à l'heure que ça ressemble avec des cellules. Et on a aussi étendu la machine abstraite pour exécuter des cellules, la création, l'affectation et la lecture. Donc il y a maintenant deux mémoires, two stores. Il y a le single assignment store, donc la mémoire à affectation unique. Ça, c'est la mémoire qu'on connaît. Et l'autre, c'est la mémoire à affectation multiple, multiple assignment store, qui contient des cellules. Ce sont deux choses différentes et dans les deux mémoires respectives. Donc on a donc étendu la machine abstraite pour les cellules. Une cellule, c'est donc paire, le nom de la cellule, qui est une constante, et le contenu de la cellule, c'est aussi une constante, mais on peut changer laquelle c'est. On peut changer, on peut mettre un autre contenu ici, D par exemple. Mais si on change le contenu de B à D, c'est le contenu de la cellule qui change, mais les valeurs de B et D ne changent pas. Le sigma 1, ça reste des variables qui ne changent pas. Donc si on fait une affectation, on change la paire. Les seules choses qui peuvent changer, c'est ici. C'est le deuxième élément de la paire. On peut le remplacer par une autre variable. On remplace la deuxième variable par une autre. La première variable ne change pas. Le nom de la case, bien sûr, est une constante qui ne bouge pas. Ça ne change rien. C'est juste le contenu qui change. Et petite observation, les variables ne changent pas. C'est juste quelle variable qui est là qui change. Mais les variables elles-mêmes ne changent pas. Il faut être très clair sur ce qui change. Le B ici ne va jamais changer, le D non plus. Mais on peut remplacer la deuxième partie de la paire. C'est la seule chose qui change. Okay? Donc le sigma 1 reste inchangé. Et donc, la mémoire complète,
sigma, c'est donc deux parties que je vais appeler sigma 1 et sigma 2, la mémoire à affectation unique et une mémoire à affectation multiple. Je vais faire le petit dessin. Toujours bien faire le dessin. Donc l'exemple sur le slide, je peux le montrer comme ceci. On a donc sigma 1, c'est T, U, V, trois variables qui ne sont pas encore liées. X et Y, ce sont des variables qui contiennent des noms des cellules. Donc ici et Z là. Et Z et W sont des variables qui sont liées à 10, W lié à 5. Tout ça, ce sont des variables qui ne sont, une fois qu'ils sont affectés, qui ne changent pas. Les T et V ne sont pas encore affectés. Après, il y a X, c'est le nom d'une cellule. Son contenu, c'est T. Et Y, c'est une autre cellule. Et son contenu, c'est W. Okay, donc c'est ça l'exemple qui est là. Donc, dans sigma 2, il y a deux cellules que je vais appeler X et Y. Le nombre de X, c'est la constante xi. Pourquoi je fais des lettres grecques ici? Parce que ça c'est une constante, mais ce n'est pas un nombre. Et ce n'est pas un atome. Hein? 10, c'est un nombre. Où je pourrais avoir U égale fou, par exemple, ce serait un atome. Une constante avec des lettres, en fait. Mais la constante, qui est le nom d'une cellule, c'est un autre genre de constante. Et donc, pour la distinguer des nombres et des atomes, je mets un symbole qui n'est ni un nombre, ni une lettre. Hein? Et donc, typiquement, je vais utiliser les lettres, certaines lettres grecques pour ça. Hein? Mais il faut voir ça comme une constante, un autre genre de constante, hein? Qui n'est pas un nombre ni un atome. Et si je fais x double point égale z, comme ça va changer une seule chose. Quand je regarde la cellule X, ici, le deuxième élément de la paire, c'est T, ça deviendrait donc Z. Hein? Ça, c'est ce qui sera changé. Hein? T devient Z après ça. Tout le reste ne bouge pas. Okay? C'est comme ça que ça marche. Et si je fais lire Y, hein, je vais lire le contenu Y, ceci, ça correspond à la variable, donc Y c'est une cellule, la variable W. Hein? Donc si je fais par exemple T égale ça, bien le petit t sera égal à W. On peut affecter une variable à une autre. Hein? Ça revient de t égale 5. Hein? Okay? C'est ça. Donc il faut vraiment comprendre donc une cellule, c'est un truc à plusieurs parties. Hein? Et ce n'est pas arbitraire. Ça modélise exactement une case mémoire. Okay? Et donc, pour parler des paradigmes, on peut dire qu'on est sorti du paradigme fonctionnel. Hein? On est sorti de la programmation fonctionnelle, on est rentré dans ce qu'on appelle la programmation impérative. C'est le nom qu'on donne. Si on prend fonctionnel plus cellule, ça devient impératif. Mais en fait, ce n'est qu'un pas. Après, on va faire des objets et des classes et on va voir le paradigme orienté objet. Donc le paradigme impératif, c'est un genre de
pas intermédiaire entre fonctionnel et programmation orientée objet. Donc, c'est un paradigme qui est moins important en soi, mais c'est important parce que c'est le premier pas vers la programmation orientée objet. Donc, si j'ai la programmation fonctionnelle, j'ajoute des cellules, ça me donne la programmation impérative. Et maintenant, je peux exprimer des objets, des classes et des objets, programmation orientée objet. Mais le langage noyau de impératif orienté, c'est le même. On n'a pas besoin d'autres concepts. Hein? Ce sont des abstractions de données qu'on va définir, mais le langage noyau, c'est le même que pour la programmation impérative. Hein? Mais en soi, c'est un paradigme moins important, parce que la programmation anti-objet, ça structurise les abstractions de données, c'est un paradigme très important. Mais le paradigme impératif, c'est plutôt les instructions du processeur, si on veut. Hein. C'est un paradigme relativement basique ici, c'est juste de programmer avec des cellules. Okay? Donc, la programmation impérative est importante en tant que précurseur à la programmation orientée objet. Et donc, c'est ça dont on va parler un peu plus tard. Okay? Et donc, on a un nouveau langage noyau. On prend le langage noyau du langage fonctionnel, ici, paradigme fonctionnel, et on ajoute trois opérations cellules. Avec, bien sûr, l'extension à la machine abstraite. C'est l'ensemble, là. C'est le langage noyau et la machine abstraite qui sont étendus. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein? C'est notre machine abstraite étendue. Vous voyez ça? Donc, il y a ces trois opérations qui sont ajoutées. Nucelle, affectation et lecture. Tout le reste, c'est le même. Et il y a une dernière chose que je veux vous dire de ce langage noyau. Et ça, c'est un truc qui sera important par la suite pour la programmation concurrente. Il y a une autre manière de voir les opérations cellules. Je vais faire un peu de place. Donc on a le langage noyau kernel language fonctionnel plus nucelle, affectation et lecture. Trois opérations. C'est ça qu'on a là. Et ça, c'est notre nouveau langage noyau pour la programmation impérative et la programmation anti-objet. C'est pour les deux. Mais il y a une autre manière de voir ça. Et ça, je vais vous montrer ça parce que ça montre le genre de choses qui sont importantes. En fait, on n'a pas vraiment besoin de deux opérations. On peut avoir un langage noyau avec une seule nouvelle opération qui s'appelle exchange. Exchange, c'est une opération de deux arguments, cellule et deux arguments. Donc ça prend toujours une cellule. Donc à la place de deux opérations, on a une seule. Et ce exchange va faire deux choses. Ça va faire x égale contenu de C et de nouveau contenu égale y. Mais il le fait de façon atomique. Ça, c'est une chose qui va venir quand on va faire la programmation concurrente. En fait, le exchange fait les deux ensemble. Donc le x, c'est comme si on avait fait x égale contenu C, celui-là, et y, c'est le nouveau contenu. En fait, on remplace l'ancien contenu par un nouveau,
mais on donne accès à l'ancien contenu. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est atomique. Ça veut dire quoi, atomique? Ça veut dire que quand on a un programme concurrent, un programme avec plusieurs threads, plusieurs activités en même temps, ces deux opérations font un tout. Elles vont être faites ensemble et jamais la première sans la seconde. Mais si on fait à gauche, on a deux opérations dans le langage noyau original. Ici, on a deux opérations. Et dans un programme concurrent, le problème c'est que si on a un thread qui exécute ça, le thread pourrait s'arrêter entre les deux et ça peut introduire des bugs. En fait, pour un programme avec plusieurs threads, l'exchange est beaucoup plus simple. Donc, typiquement, normalement, on va utiliser ça. Ceci est un meilleur langage noyau que ceci. En fait, les deux sont interchangeables. Hein. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, sauf que le deuxième est beaucoup plus facile quand on a des programmes concurrents. Et comment je vous dis ça maintenant, parce qu'on introduit le langage noyau. Et cette opération exchange, en fait, est extrêmement importante. Elle est tellement importante que les microprocesseurs l'offrent dans le jeu d'instructions de tous les processeurs. Il y a une instruction qui correspond à ça. Donc ça, c'est tellement important que c'est soutenu par les processeurs soutiennent ça. Ça a un nom ça peut avoir des noms différents. Hein. Parfois, c'est l'opération, comme ça s'appelle, compare and swap, par exemple. Si vous regardez dans le manuel de jeu d'instructions des processeurs Intel, vous allez trouver ces instructions. Hein. Ça peut aussi s'appeler test and set. Il y a différentes manières de faire ça. Mais à la base, c'est toujours une lecture plus une écriture. On va regarder l'ancien contenu et mettre un nouveau, mais atomique. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter au milieu. C'est tout ou rien. Et dans un processeur, on a typiquement un truc genre compare and swap. Compare, ça veut dire comparer l'ancien contenu avec une valeur. Donc c'est une sorte de lecture. Hein, ou test and set. Test, c'est tester, regarder l'ancien contenu. Et set, c'est mettre un nouveau contenu. Donc les processeurs ont toujours une instruction qui ressemble à ça. Okay? Donc ce n'est pas simplement un truc qu'on invente dans la sémantique, c'est quelque chose qui est important dans les vrais programmes et dans les systèmes d'exploitation. Hein? Et c'est pour ça que je mentionne. Donc, quand on va faire avec des threads, on va utiliser ce langage noyau-là. Hein? Quand on va faire des programmes concurrents avec des cellules, on va utiliser ce langage noyau-là et pas l'autre. L'autre est plus difficile, c'est toujours possible, mais avoir l'affectation et la lecture en deux opérations, ça complexifie vachement les programmes concurrents. Hein? C'est ce qu'on a vu, hein? C'est ce qu'on voit dans la réalité. C'est plus compliqué si on a deux. Si on a une seule opération, les programmes concurrents sont beaucoup plus simples avec les cellules. Et ça se voit donc aussi dans le langage noyau. Donc typiquement, on va donc mettre deux opérations pour les cellules. Ça, Lucelle et Exchange, c'est tout. Voilà. Donc on a besoin que de deux opérations. Okay. Ça, c'est pour vous un peu préparer pour la suite quand on va faire des programmes concurrents. Mais vous voyez, pour les programmes séquentiels, c'est un peu interchangeable. L'un ou l'autre sont équivalents. C'est juste que les programmes concurrents sont plus compliqués avec ça. Je
Je ne vais pas vous expliquer pourquoi tout de suite. Vous pouvez chercher ça sur Internet, mais on verra ça plus tard. Okay? Donc tout ça pour dire, voilà le nouveau langage Maillot. Hein? Ici on a le langage fonctionnel. Ici on a un fonctionnel plus cellule. Ok? Ok, maintenant je vais terminer avec une petite histoire, un conte si on veut, en anglais, a fairy tale, pour vous montrer un peu à quoi ça sert la cellule. Parce que jusqu'à maintenant, on a fait de la programmation fonctionnelle et je vous ai dit un peu tout faire avec ça, les boucles, des calculs compliqués, tout ça. Et aujourd'hui, je parle de changement et de temps. Et c'est très abstrait. Mais maintenant, je vais vous donner un exemple concret de ça. Et je vais parler du concept de modularité. Et on va dire que les tâches, les cellules, permettent de faire des programmes modulaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un programme est modulaire par rapport à une certaine partie si on peut changer cette partie sans changer le reste. Hein, c'est une bonne propriété. Hein? Et d'ailleurs, beaucoup d'objets dans le monde réel sont modulaires. Je peux changer les pneus de ma voiture sans toucher au reste de la voiture. Hein? Ce serait bizarre si quand je change les pneus, je devais aussi changer le carburateur. Ce serait stupide. Par contre, les programmes sont plus abstraits qu'une voiture, donc la modularité est un peu moins évidente à voir que dans le monde réel, la plupart des choses sont très, très modulaires. Hein? Donc, ça veut dire qu'on peut changer un truc sans devoir changer le reste. Hein? Je peux, par exemple, j'écris avec un crayon, je peux remplacer les crayons par un stylo, et je peux continuer à écrire sans rien changer. Hein? Même si le crayon a d'autres propriétés. Hein? Par rapport à un stylo, un crayon permet beaucoup plus facilement d'effacer ce que j'écris par rapport à un stylo. Donc, un crayon est une sorte de version étendue, si on veut, mais néanmoins, ça reste très modulaire. Donc, modularité, ça veut dire qu'on peut changer un bout de programme sans toucher au reste. Et donc, bien sûr, c'est super intéressant comme propriété et on veut avoir cette propriété. Et quand je dis partie, hein, ça peut être n'importe quoi, une fonction, une procédure, un composant, un module, une classe, un objet, une librairie, un paquet, un fichier, etc. etc. N'importe quelle partie, on va pouvoir le changer et le remplacer par une autre, meilleure version par exemple, sans changer le reste. Si je peux faire ça, mon programme est modulaire. Et je vais vous montrer que les cellules aident à faire des programmes modulaires. C'est une chose qui est beaucoup plus difficile dans la programmation fonctionnelle. Hein? Vous avez compris que la modularité, ça a un rapport avec le temps. Hein? Changer un composant, quand je dis changer, c'est un temps. Hein? Il y a avant et après le changement. Hein? Quand je dis changer une partie par une autre, c'est une opération qui se fait dans le temps. Et quand on parle de temps, ça, il faut quelque chose plus que de fonctionnel. Donc voici, je vais vous raconter donc un petit conte. Le conte des trois développeurs. Il était une fois, tous les contes commencent comme ça, once upon a time en anglais, il était une fois 3 développeurs. Pour garder l'anonymité, je l'appelle P, U1 et U. P, c'est un type assez bien, il ou elle, donc ça peut être un homme ou une femme, je ne sais pas, a développé un module M. Okay? Et dans ce module, il y a 2 fonctions f et g. Et voici le code. Donc MF, c'est la fonctionnalité du module. Il y a les 2 fonctions f et g.
et le module va exporter un enregistrement avec les deux fonctions, f et g. Et donc un module, c'est une définition un peu comme une classe. Hein. Je peux instancier le module en appelant la fonction, et M, c'est le module qui tourne. Hein. C'est un bout de code qui tourne, qui a donc deux fonctions f et g. Et pour l'instant, tout va bien. Le module il marche bien. Les deux développeurs, U1 et U2, je l'appelle ainsi parce que c'est des users, utilisent tous les deux le module M et ils sont très contents. Sourire partout, tout le monde est très content. Jusqu'au jour, le développeur U2 a un problème. Il a un problème. Son application est trop lente. Elle fait trop de calculs, trop de temps. Alors, U2 voudrait savoir pourquoi son application est trop lente. Et U2 soupçonne le coupable, c'est peut-être le module M. Donc U2 voudrait compter le nombre de fois qu'on appelle F pendant son application. Est-ce que F est appelé 10 fois ou 1000 fois, peut-être 1 milliard de fois, ce serait trop. Hein? Donc U2 voudrait étendre M pour compter le nombre de fois que F est appelé par son application. Donc vous voyez, il veut une modification. Vous voyez qu'on aimerait bien un modulaire. En gros, je voudrais changer M par ce nouveau modulaire. Donc U2, il doit avoir P, hein, celui qui a écrit le module, et demande P, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire ça? Mais essayez de le rendre modulaire pour que tous les autres utilisateurs ne soient pas emmerdés. Surtout qu'il n'y a rien d'autre qui change. Hein? Le comportement de R, de G, l'interface reste exactement le même. Ça ne change pas. Ça veut dire que tous les autres utilisateurs, hein, surtout U1, hein, U1 qui utilise M, mais qui n'a rien demandé. Hein. OK. P dit, OK, on va essayer de faire ça. Donc P va essayer donc d'étendre M, donc le code MF, pour que U2, quand il utilise M, va connaître le nombre de fois que F est appelé, mais sans changer l'interface. Vous avez compris ce qu'il faut faire, hein? Supposons que le M est écrit en fonctionnel. Donc, la définition de F et G, c'est un paradigme fonctionnel. Il y a un problème là. Oups, c'est impossible. C'est impossible de modifier M et pour compter le nombre de fois F est appelé et que ça reste modulaire, sans changer l'interface. Impossible. Pourquoi? En fait, parce que la fonction f est une pure fonction mathématique. Ça veut dire que quand on l'appelle, elle ne se souvient pas des appels précédents. Il n'y a aucune mémoire dans une fonction fonctionnelle. La fonction f ne peut pas compter le nombre de fois qu'elle fait appeler. Pas en fonctionnel. Alors, P, il veut quand même faire quelque chose. Donc, la seule solution, c'est de changer F, l'interface. C'est d'ajouter deux arguments à F. F-in et F-out. F-in, c'est le nombre d'appels précédents. F-out, c'est F-in plus 1. Donc, si j'ai par exemple un appel F, j'ai un autre appel F, j'ai un troisième appel F. Hein, F-in ici, c'est 0. On a ça par exemple. Hein. La seule façon, c'est d'ajouter deux arguments. Le premier argument, c'est le nombre d'appels avant, et
le deuxième argument, c'est ce nombre plus 1. Et on fait une sorte de... On peut les enfiler. Hein. Donc on ajoute deux arguments à chaque appel de f. On peut faire ça. Et ça marche. Hein. Mais tous les programmes qui utilisent f, hein, si j'ai une fonction g, g ou h, qui appelle f deux fois, eh bien, il y a in, f', f', bah, le h aussi a besoin de deux arguments en plus, hein, parce qu'à l'intérieur de h, il y a les deux appels de f. Donc le in va comme ça, le f' va comme ça, le out, et le tourne comme ça. Hein. Et donc, plein de fonctions ont deux arguments en plus. C'est beaucoup de changements. Hein? Et l'interface de M a changé. L'interface de M a changé parce que maintenant F a ces deux arguments en plus. Et tous les utilisateurs de M, même U1, doivent donc changer leur programme. Surtout, même si U1 appelle F deux fois, U1 doit aussi faire l'enfilage. Ce n'est pas simplement ajouter les deux arguments, il faut que les arguments soient raccordés. Hein. Donc U1 a beaucoup de boulot là, et donc U1 n'est pas content. Surtout, beaucoup de boulot pour rien. Parce que U1 n'a rien demandé. Hein. Il n'a strictement rien demandé. Alors, U2 est content, plus ou moins, ça lui donne aussi du boulot, mais au moins il peut compter le nombre de fois qu'elle va s'appeler. Mais tous les gens comme U1 sont vachement malheureux. Hein. On ne les a rien demandé et tout d'un coup, plein de boulot. Et en plus, quand on ajoute du code, ça peut dire des bugs, etc. etc. C'est pas une bonne solution. Hein. Eh bien, avec une cellule, les cellules, c'est le cavalier blanc qui va sauver la société qui fait ce truc-là. On peut résoudre ce problème avec une cellule. On peut compter le nombre de fois que f est appelé, mais sans changer l'interface de f et de j. Alors, comment on fait? Eh bien, à l'intérieur de la module, on crée une cellule, hein, x, et à l'intérieur de f, on fait x devient continu x plus 1, et on ajoute une nouvelle fonction count, qui va simplement renvoyer le contenu de x. Et on étend l'interface avec cette nouvelle fonction. Donc, la cellule est cachée à cause de la portée lexicale, cachée de partout, ce n'est que visible à l'intérieur de M. Là, on va étendre l'interface de M, mais les gens qui n'ont pas besoin de C peuvent tranquillement ignorer C. Donc, U1 ne doit rien faire, tout marche comme avant. M.F garde exactement la même interface qu'avant. Il y a une nouvelle fonction M.C, mais U1 n'a même pas besoin de garder ça. Pas besoin de garder. Et U2 peut simplement utiliser la fonction M.C pour savoir combien de fois F est appelé. Et voilà la fin du compte. Et il dit heureux que beaucoup d'enfants, etc. C'est bien, hein? La cellule est donc le cavalier qui a sauvé ce problème. Et en fonctionnel, on ne peut pas faire ça. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ça demande de faire quelque chose dans le temps. Ça demande que le programme observe ce qui se passe avec lui-même dans le temps. Et en fonctionnel, on ne peut pas faire ça. Les fonctions n'ont pas de mémoire. Ah, ok. On va les comparer. Pour terminer ça, je vais comparer les deux
façon de faire. Parce que c'est pas noir et blanc. Hein? Chaque paradigme a ses avantages et ses inconvénients. Donc pour le fonctionnel, un composant ne va jamais changer son comportement. La correctness, l'exactitude, c'est permanent. Une fonction qui marche, tout de suite, marchera toujours. La fonction f, s'il est débuguée, elle marchera toujours. Par contre, si on veut faire une mise à jour, update, si l'interface change, il faut faire la mise à jour de beaucoup d'autres composants. Donc, ce n'est pas très modulaire. Donc, l'avantage, c'est dans le correctness, mais le désavantage, c'est dans les mises à jour. Pour la programmation impérative, l'avantage de ça, c'est la modularité. On peut changer le composant pour faire plein de trucs sans changer son interface, parce que ce sont des cellules cachées à l'intérieur qui font le travail. Donc les programmes sont modulaires. Donc ça c'est l'avantage. Mais le désavantage, c'est que les cellules à l'intérieur, si on peut les affecter, et si une cellule a une mauvaise valeur, ça peut casser le programme. Donc les programmes peuvent devenir un peu plus fragiles avec ça, parce que si on fait un mauvais appel ou il y a un bug, la cellule peut avoir une mauvaise valeur et le programme casse. Donc ça c'est le désavantage. Un composant peut changer son comportement, casser à cause des appels du passé. Donc ça c'est les deux paradigmes. Qu'est-ce qu'on fait dans la réalité? C'est clair qu'on essaye d'avoir son beurre et l'argent du beurre. Hein? Donc, dans la réalité, on essaye de combiner les deux avantages. Hein? Par exemple, on utilise le state pour gérer les mises à jour, mais on utilise le fonctionnel au maximum pour que les choses ne cassent pas. Donc, c'est clair qu'on va essayer de combiner les avantages des deux paradigmes. Hein? Et si on fait très peu de mises à jour, c'est clair que le fonctionnel va être dominant. Mais si on fait des mises à jour tout le temps, eh bien, le fonctionnel, il faut le complémenter avec de l'impératif. Okay? Voilà, c'est donc notre petit compte. Hein? Vous venez ici pour que je vous raconte le petit compte. C'est bien, hein? Ok, pour le petit compte, je vais maintenant, on a mis les bases, on a les cellules, et on a la higher order. Ce sont les deux piliers de l'abstraction de données. Maintenant, on va voir le cœur, où, en quelque sorte, on a tous les précurseurs. On a la higher order, d'ailleurs le lambda, c'est le sous du higher order, et on a les cellules. Avec ces deux-là, on peut faire des abstractions de données, data abstraction. C'est le principe de base pour créer des systèmes logiciels complexes, des grands systèmes avec des millions de lignes de code. Qui marchent. C'est facile de faire des millions de lignes si ça ne marche pas, mais ça va marcher. Avec l'abstraction de données, la société serait très très différente. Avec l'abstraction de données, l'informatique s'est infiltrée partout dans la société. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas à moi de le dire. Je vais simplement vous donner les moyens de gérer ça. Et on espère que votre sens éthique ne va pas abuser de ça. Mais avec l'abstraction de données, on peut faire des millions de logiciels qui marchent beaucoup plus grands qu'un être humain pourrait faire. Hein? Le nombre d'ingénieurs, ce truc-là par exemple, je perds mon jus.
ce truc-là, un laptop, il y a des millions d'années de travail d'ingénieurs pour arriver à ça. Et des centaines de milliers au moins de travail de développeurs logiciels dans ce truc-là. Et ça marche à cause de ça. OK? Donc, c'est le cœur, en fait, de ce cours. C'est pour que vous compreniez ça. Tous les chemins mènent à l'abstraction de données. OK? Donc, on va regarder ce que c'est. Et à la base, il y a trois trucs en fait qui le font marcher. C'est le higher order, c'est la portée lexicale et c'est l'état modifiable de cellules. Ces trois choses ensemble, ça donne une énorme synergie, okay, pour le data abstraction. Donc, je vais commencer à faire ça. Aujourd'hui, tout de suite, je vais juste vous donner une toute petite introduction et je vais parler de la première chose. La première chose qu'on veut faire, ça s'appelle l'encapsulation. La première chose, c'est on veut mettre des logiciels dans des boîtes pour les protéger. Hein? Et je donne un exemple, une télévision. Il y a parfois des gens qui regardent déjà encore la télévision. Hein? Je sais que c'est très technique. Sinon, vous pouvez prendre un ordinateur aussi comme exemple. Une télévision, en général, il y a une boîte, un boîtier. Hein? Et tout est protégé de l'extérieur. Hein? Mais supposez qu'il n'y avait pas de boîtier. Tout, on enlève le boîte et c'était une télévision, vous voyez tous les circuits de l'intérieur. Ah, bah, c'est une bonne chose, non? Parce qu'elle est plus légère, et l'air peut circuler, prend moins de place. C'est une bonne chose, c'est pourquoi on a besoin de mettre une boîte pour tout. Ben, en fait, sans boîte, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce que déjà, il y a 220 volts, non? Et bon, si on verse une tasse de café dans les circuits, ça, ils ne vont pas aider, hein? Donc, il faut les protéger. Et si on est électronicien, on voudrait chipoter un peu pour augmenter les performances, ajouter un peu de mémoire, hein, augmenter un peu la résolution, la luminosité, je ne sais pas, on peut faire plein de trucs. Mais en général, ce n'est pas une bonne idée, hein, parce que, bon, c'est des circuits compliqués, on risque de les casser. Hein. Donc, c'est une bonne idée de mettre la télé dans une boîte. La boîte protège la télé et avec la boîte, on ne peut faire que des interactions autorisées. Hein, allumer, changer les canaux, hein, volume, trouver les chaînes, mettre l'antenne. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est ça qu'on veut aussi dans un programme. Je vais juste vous donner un petit exemple ici. Ça, c'est une pile. New stack, envoie pile. Push, ça prend X et ça la met sur la pile. Hop, ça prend le sommet, X égale S.1. Is empty, voit ce pile. Donc, la pile est représentée par une liste. Push et pop. Mais là, il n'y a aucune encapsulation. Il n'y a aucune protection. Ça veut dire un programme qui utilise ça peut faire n'importe quoi. Moi, je peux utiliser mes propres opérations sur les piles parce que je sais que c'est une liste. Ou je peux lire les piles parce que je sais que ce sont des listes sans autorisation. Et donc, si le programmeur qui a fait la pile veut changer son implémentation,
documentation, elle ne peut pas. Parce que tout le monde a bricolé son truc. Et en plus, il n'y a aucune garantie. Hein? Qui me garantit qu'il n'y a pas de bug? Parce que je peux faire n'importe quoi avec des listes. Le problème, c'est le manque d'encapsulation. C'est que je peux utiliser les piles de façon arbitraire. Je voudrais protéger ça. Je voudrais ne pouvoir les utiliser que de façon autorisée. Et c'est ça le but de l'encapsulation. Donc le début de l'abstraction de données, c'est l'encapsulation. Okay? Et donc voici donc la définition d'une abstraction donnée. C'est un bout de programme, une partie de programme qui a un intérieur, une interface, et tout le reste, c'est l'extérieur. Inside, outside, an interface. Et l'intérieur est inaccessible sauf par l'interface. Ça, c'est super important. Donc, le langage garantit qu'il n'y a aucune manière de tricher. Tout ce qui est à l'intérieur de cette boîte-là est inaccessible, invisible de l'extérieur. Et la seule façon, c'est d'être ici appelé OP1, OP2 ou OP3. Il y a des opérations qui peuvent être utilisées selon certaines règles, c'est tout. Et donc, avec ça, on peut garantir que le code de l'intérieur marche bien. Donc, toute l'abstraction de données, c'est de faire ça dans un programme. Protéger une partie d'un programme du reste pour qu'on ne puisse pas y accéder et on ne peut pas tricher. Donc, en principe, les autres développeurs ne voient pas le code source, hein, ils ont juste les binaires, là, à regarder. Ces binaires peuvent même être cryptés à la limite, donc ils ne peuvent pas garder l'intérieur de tout. Ils peuvent simplement appeler les opérations. Et donc, on a une vraie coupure entre l'intérieur et l'extérieur. Et pour faire ça, le langage de programmation doit garantir ça. C'est pas évident, hein? Si je fais un langage comme C, un vieux langage, hein, C ne garantit pas ça du tout. Hein? Donc, avec beaucoup de vieux langages ne garantissent pas ça du tout. Mais la plupart des langages modernes garantissent plus ou moins fortement. Hein? Certains langages ont des petites arrière-portes discutables, mais l'idée c'est de cacher et de protéger l'intérieur de l'extérieur. Ça, c'est l'idée de l'abstraction. Et tout le programme, c'est donc des abstractions comme ça, qui se parlent entre elles, mais qui sont protégées des autres. Et donc, il peut y avoir une équipe de programmeurs qui développe ce qui est à l'intérieur, et une autre équipe qui sont des users, qui utilisent ça. Et la seule discussion entre ces deux équipes, c'est le format de l'interface. L'équipe extérieure ne voit pas le code de l'intérieur. Jamais. Ils n'ont aucune idée comment c'est implémenté. Ok? Ça, c'est la base. Et donc, l'idée, maintenant, comment faire ça? Comment on va faire ça? Eh bien, ça sera pour la prochaine fois.